Salut, c'est la Bastille, j'y suis en direct depuis la fête de l'humanité. Voilà, quelques notes de Thomas Pitiot et Michel Canuti qui nous accompagneront au cours de cette émission. Merci à tous les deux. Donc, on va commencer par les licencielles. Licencie, apostrophe, L. Elles sont deux, elles sont tout à fait charmantes, mais sous ces aspects charmants, ce sont deux lutteuses qui vont nous raconter leur histoire. Qui commence, Sylvie ou Marie? Marie, c'est Marie qui commence. Marie Lecomte. Voilà. Et l'essentiel, l'histoire en quelques mots. L'essentiel, c'est le fruit de la rencontre, du partage de salariés en lutte dans plusieurs entreprises, dont nous, salariés 3 Suisses. On a rencontré des gens, d'ailleurs, à l'usine avec Jean-Luc Mélenchon la première fois, des salariés de chez Sodi Médical, Paru Vendu. On s'est rendu compte qu'on était toutes dans la même lutte, quoi, lutter contre les licenciements abusifs, en tout cas illégaux. Après, on a rencontré les salariés de chez Goodyear qui luttent depuis 5 ans dans leur entreprise. Et la lutte est tellement forte qu'ils arrivent à... Le bras de fer est bon et ils arrivent à éviter le plan social. Ils nous ont transmis cette culture et en même temps, on a réussi à travailler tous ensemble, surtout avec les salariés de chez Goodyear. Et voilà, et puis à un moment, on s'est dit, ça peut pas durer, c'est pour nos enfants, pour nous, pour les gens qui travaillent et qui perdent leurs emplois tous les jours, il faut qu'on arrive à mettre en place quelque chose. Donc on a un avocat, ici présent, on en a discuté ensemble, et lui, donc, qui est avocat et qui travaille pour les entreprises en lutte, avec nous, et ensemble, on a rédigé un texte de loi pour se dire que stop, il faut que ça s'arrête tout ça, et il faut donner du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans un plan social, si la direction vient avec son plan social, enfin en procédure d'information consultation, c'est-à-dire le processus, ils n'ont pas de moyens. Donc ils sont obligés de toujours aller chercher des informations sur la forme. Et nous, on propose une loi sur le fond, c'est-à-dire on arrive, on pense que le motif économique n'est pas justifié. Les salariés ont les représentants des salariés ont le pouvoir de dire stop, on arrête la procédure. Et c'est à la direction de prouver que la justification économique n'est pas là, quoi. Oui, mais si j'ai compris, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, oui. Des bénéfices ou des bénéfices boursiers, oui. Elle n'a pas le droit de licencier. Oui. Et la sanction, c'est qu'elle vous paye des indemnités, ce qui se fait depuis des années, finalement. Oui, mais quand vous prenez par exemple les salariés de chez Goodyear, qui sont en lutte depuis 5 ans, je le rappelle, ils ont réussi à faire reculer la direction, mais par un rapport de force permanent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de loup. Enfin, il y a une loi, il y a une loi quand même, mais on est obligé d'arriver au prud'homme pour pouvoir se défendre. Donc c'est trop tard, c'est trop tard. Nous, avec la loi, on permet de stopper la procédure dès le début. Dès le début. Vous ne devriez pas être inquiète. Parce qu'en octobre 2011, sur le parking de Goodyear, justement, oui. Il y avait un certain François Hollande, c'est écrit sur mon papier, c'était lors des primaires socialistes, qui a déclaré, je le cite, « Là où il y a la recherche d'un licenciement dans un seul but boursier, il faut qu'il y ait la saisie d'un tribunal qui puisse suspendre ce plan. » Là, vous étiez rassuré. Oui, jusque-là, vous l'avez soutenu, cet homme-là. Et donc, on attendait. J'en suis sûr. On attendait, parce que, justement, on l'a bien entendu, on l'a tous entendu. Et il l'a aussi dit aux salariés de chez Fralib, d'ailleurs. Et quand il est arrivé au pouvoir, on s'est dit, chouette, la loi va arriver, quoi. On a attendu, puis au mois de juillet, on a été inquiets quand même. Donc, on est allé les voir avec les salariés de chez Goodyear, Kodak, à plusieurs. On est arrivé devant le ministère du Travail. Et là, on a vu 70 CRS. On était 15. Donc, on s'est dit,
le changement, c'est pas pour maintenant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on nous a dit, ouais, ils sont au Palais d'Iéna pour la conférence sociale. Donc on s'est dit, bon, allez, on y va. On était suivis par les 70 CRS et on n'a jamais pu passer. Donc on a dit, bon, on va essayer autrement. On a cherché hein, quand même, hein. On a fait un courrier, enfin voilà, et on a été reçus. On était contents. On était 15 entreprises à être reçues par le chef. À la base, on nous a dit le chef de cabinet de Michel Sapin. Super. Et quand on est arrivé, donc on nous a expliqué qu'on allait mettre, alors moi j'appelle ça des pansements, des mesurettes, des rustines, pour éviter que l'hémorragie parte dans tous les sens. Mais c'est clair, il n'y a pas de mesures claires qui sont mises en place. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme raison à ces licenciements? On a dit, vous êtes dans des magasins, des Trois Suisses, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, on ferme ces magasins parce qu'on fait de la vente en ligne. Voilà. Donc, on peut tout à fait comprendre que, voilà, vous êtes charmante, mais on n'a plus besoin de vous. Oui, mais il faut être moderne. Là, vous êtes un peu archaïque. Vous voulez quoi? Vous voulez On a vraiment tous les défauts. Ben oui. Non seulement on se bagarre, mais on est Que archaïque. voulez-vous? Il faut vivre avec son temps. Il y a des... Alors, quand même, il y a quand même un peu de droit du travail où, normalement, quand une entreprise ou un groupe fait des bénéfices, il ne doit pas licencier. Or, nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Auto, qui est leader mondial du e-commerce, qui fait des bénéfices colossaux, et on nous licencie. Donc voilà, il y a des droits, et nous, on a des droits en tant que salariés, pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Et donc, du coup, Sylvie voulait ajouter quelque chose? Oui, L'autre licenciel. Justement, moi j'ai participé à tous ces CE et j'ai demandé à la direction de justifier ces licenciements, d'apporter la preuve, parce que même en termes de chiffres, ils n'ont quand même pas apporté de façon très claire la preuve que ces magasins fermaient ou alors perdaient de l'argent. Ils ont simplement fermé sans chercher à comprendre, sans réellement justifier de ces fermetures. Ils n'ont étudié aucun autre projet. On a proposé d'autres choses. Est-ce qu'on ne pouvait pas envisager une autre façon de les exploiter? Ces magasins étaient très récents, ils ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. On leur a dit, écoutez, au lieu de fermer les magasins, arrêtons-nous, réfléchissons à un autre concept, est-ce qu'on peut envisager autre chose? On fait partie d'un gros groupe qui est Mullier, qui ont fait une multitude d'antennes telles que Kabylie, Leroy Merlin, ils ont absolument tout. Vous avez 3000 possibilités de reclassement, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un effort de reclassement? On n'a eu aucune écoute, il n'y a eu aucun retour. Ni à la mobilisation des salariés, ni à nos demandes à nous. Ils avaient 100 fois l'occasion de faire autre chose que d'envoyer tout le monde au Pôle emploi. Fyodor Rilov, donc vous êtes l'avocat qui met en forme juridique cette contestation. Voilà, vous êtes le mécano, vous êtes le technicien. Je sais, vous avez un certain engagement politique qu'on va pas dissimuler. Parfois, de temps en temps. Ça vous arrive aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de... c'est un détour du politique quand même, cette histoire d'aller dans la loi, devant le juge, dans un autre langage. Vous avez vu comment nos camarades qui sont là, nos amis, eux, qui sont là, les licenciels, dès qu'on va vers le langage juridique, ça patine un peu. On est un peu paumé. Heureusement. C'est pas de formation. Oui, mais Moi, je fais quoi, moi? Est-ce qu'on va attendre pour lutter de maîtriser complètement ce langage et toutes ces arcanes juridiques? Elles ou bien est-ce attendent qu'on va pas. directement... Elles attendent pas pour lutter qu'on fasse des techniciennes du droit. Écoutez, d'abord, on peut faire adopter toutes les lois du monde. Si les salariés ne se battent pas, ça ne changera rien. Voilà, donc ça, c'est quand même un préalable. Hein. Faut dire ça d'emblée. Je vais vous révéler quelque chose. En France, il n'est pas autorisé de licencier les gens quand l'entreprise fait des profits. Il n'est pas autorisé, il est même interdit de licencier les gens quand l'entreprise perd de l'argent mais qu'elle appartient à un groupe qui fait beaucoup de bénéfices. Sauf que cette interdiction-là, on a un peu du mal à la voir, à la constater, parce que dans toutes les entreprises autour de nous qui licencient, dont on parle, là elles ont évoqué le groupe Auto, Trois Suisses, mais Peugeot par exemple nous a sorti un rapport d'experts qui annonce la catastrophe, c'est terrible. Il suffit d'aller jeter un œil sur les comptes de Peugeot pour constater qu'au 31 décembre 2011, c'est 1 milliard de bénéfices engrangés, que
sur le dernier exercice. Monsieur Montebourg nous dit quand même que PSA est en difficulté. Il est quand même, il nous demande. Vous savez quoi, nous on va envoyer à Monsieur Montebourg aussi la direction de Peugeot. On va lui envoyer un rapport d'un expert comptable. Voilà, qui est l'expert comptable des salariés de la division équipement automobile de Peugeot et qui a commencé son travail et qui va bientôt rendre un rapport. Et dans ce rapport, on va faire état de la véritable situation de ce groupe qui fait des profits considérables. Et cela depuis des années et des années, et qui a aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros en trésorerie. Est-ce que les salariés de Peugeot peuvent aujourd'hui aller devant un juge en même temps qu'ils luttent, qu'ils se mobilisent, qu'ils essayent de créer un rapport de force pour empêcher la fermeture d'Aulnay et la demi-fermeture de Rennes et bien d'autres catastrophes? Est-ce qu'ils peuvent aller devant un juge et dire, écoutez, regardez, Peugeot vient avec un plan de licenciement. Il y a au moins 8000 personnes qui vont être licenciées. La justification de ces licenciements est manifestement contraire au Code du travail. Voilà, on est en situation de vous prouver, monsieur le juge, que la justification apportée par Peugeot viole la loi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur le juge, faire respecter les interdictions qui figurent dans le code rouge que vous avez devant vous et dire à Peugeot, vous ne licencierez pas. Je vous donne l'injonction de stopper votre projet. Malheureusement, il n'y a pas dans le Code du travail aujourd'hui tous les outils permettant juste de faire respecter l'interdiction qui est déjà dans la loi. Et la proposition qu'on porte, la proposition de loi, c'est pas le texte idéal. Hein. Si, je pense, on avait mis tout ce qu'on espère pouvoir faire progresser, il y aurait bien d'autres choses dans ce texte. Mais il a au moins le mérite de permettre, si jamais ce texte est adopté, à des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés, d'être dotés d'un nouvel outil dans leur lutte et d'aller devant les tribunaux, qu'ils saisissent déjà. Hein, mais pour dire, on n'a pas de justification à ce licenciement, il faut arrêter les projets de licenciement avant qu'il ne soit trop tard, avant que les gens ne perdent leur travail. Jean-Luc Mélenchon, une réaction là-dessus. Et je voudrais savoir aussi qui porte sur ce projet de loi et qui porte le... Parce qu'il faut maintenant que... Voilà, il faudrait que ce texte de loi soit porté. Qui le porte en ce moment? Qui le fait avancer? Nous, on le porte et il y a beaucoup, vous beaucoup êtes de gens qui le portent. Non, on n'est pas que 3, on est bien plus nombreux. Ah, oui. Regardez la liste. Il y a les Frali, il y a les Peugeot en partie qui nous ont accompagnés. Il y a plein de gens. Mais au-delà de ça, dans toutes les entreprises où il y a un projet de licenciement porté par un groupe ou par l'entreprise elle-même, en même temps que des bénéfices colossaux sont affichés, dans toutes ces boîtes, on se dit mais comment on peut... C'est une question de cohérence. Comment on peut accepter de fermer ça, de fermer nos usines, de nous priver d'emplois, alors qu'il y a ces bénéfices extraordinaires qui sont réalisés par ailleurs? Et on a besoin, entre autres, de la mobilisation des salariés, de la lutte, mais ça grandit. Les syndicats, on a besoin d'un instrument juridique qui, dans le combat, permette d'aller devant le juge et dire, voilà, maintenant vous allez ordonner l'arrêt du projet de licenciement. Les syndicats vous suivent, les partis politiques vous suivent, vous soutiennent. Jean-Luc? Je crois que là, on est chacun à notre place dans le rôle qu'on a sur le front de la lutte. Mais pour marcher au rythme de l'émission, d'abord, je vais revenir sur un point qui me paraît très important, c'est la question de la lutte. Parce que tout le reste n'aura jamais de sens s'il n'y a pas la lutte. Nous ne sommes pas en train de faire face à un caractère irrationnel de la société, une bêtise technique parce qu'on aurait oublié de régler tel ou tel problème, donc ça créerait des licenciements. Non, nous sommes dans un rapport de force. La classe des possédants se croit tout permis, pense que les êtres humains sont des pions dont on tire du profit, un point et c'est tout. Et jamais ils n'ont été aussi arrogants qu'aujourd'hui, parce que pendant des années, tout leur a été permis. On leur a donné raison, on les a cajolés, on les a encouragés. On a dit que la vraie mesure de la réussite, c'était le fric. On a poussé les individus à se définir d'abord dans la compétition par rapport aux autres. Hein. D'ailleurs, vous aussi, vous avez connu ça dans vos magasins. Est-ce que c'est pas l'idéologie dominante? Chacun pour soi, et puis les autres, ben, ma foi, hein, s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Et tout le monde a été intoxiqué. Et ce qui est remarquable, c'est que des personnes qui sont séparées, parce qu'elles sont 1, 2, 3, ici, là, dans tout le pays, se retrouvent. Et c'est la lutte
qui leur permet de récupérer une dignité personnelle. Parce que si tu luttes pas, t'es rien. T'es un pion, t'es jeté dehors. Tu es devant ta pauvre vie, ne sachant par quelle boule empoigner, t'es tout seul, tu commences à tourner en rond, tu commences à te rendre responsable. Et là, l'ennemi a gagné, de deux manières. D'abord parce qu'il t'a eu socialement, et une deuxième fois parce qu'il te tue humainement. Donc, la lutte, et en plus la lutte des femmes, c'est-à-dire de la catégorie de la population sur laquelle pèse le plus de Charles, c'est une question absolument décisive. Nous n'arriverons à rien, je le redis. Les meilleures démonstrations juridiques de notre avocat ne pourront rien si nous ne créons pas un rapport de force qui leur fait craindre qu'ils aient plus à perdre en nous cédant qu'en nous frappant. Voilà. Point numéro 1, la lutte. Point numéro 2, les promesses. Les promesses. Bon, moi, je ne sais pas si vous avez cru aux promesses, tant pis pour vous. Moi, je n'ai cru à rien, je n'ai aucune illusion et mon plan de marche est en route. Il fallait d'abord dégager l'autre, on l'a dégagé. Maintenant, le suivant... Il faut dégager celui-là. Le suivant. Non, le suivant, il faudra qu'il se soumette ou qu'il se démette. Voilà. Parce qu'il n'est pas là par le fait du prince. Il est là parce qu'il y a des citoyens libres, conscients, responsables, qui ont mis un bulletin de vote. Au premier tour, ils ont choisi. Au deuxième, ils ont éliminé. Ils ont des droits. Mais là, je ne veux pas être exagéré aujourd'hui parce qu'il paraît que c'est encore pas le moment. Donc, je me tiens à l'endroit où je suis. C'est pas maintenant encore. Oui, mais les gens ont des droits. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous partez de ça, de vos droits. Droit de la personne humaine, droit du salarié, etc. Nous avons des droits. Il n'est pas normal que les travailleuses de Sodi Médical, qui n'ont pas eu de salaire pendant 11 mois, d'accord, qui ont gagné tous leurs procès, quand elles disent maintenant il faut nous payer ce qui nous est dû, nos salaires, et appliquer le reste de la loi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un grand silence. Le président de la République va à Châlons-sur-Marne, les filles y vont, lui disent mais nous, qu'est-ce qu'on devient? Oui, 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 on va penser à vous. D'accord. Oui, 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 on va penser à vous. Non, nous demandons nos droits. La justice a tranché, maintenant l'autre, il passe à la caisse, il paye les salaires. Voilà. Parce que si nous, ici, nous ne payons pas une contravention, on nous pourchasse jusqu'en enfer pour nous le faire payer. Donc le patron doit être pourchassé. Voilà. Et pour qu'on se comprenne bien, comme elles sont licenciées de fait, maintenant, elles n'ont plus accès à la protection sociale. Voilà ce que j'ai à te dire, François, si tu m'écoutes. Voilà ce que j'ai à te dire. Depuis le début, on nous répète tout ça sont des histoires symboliques. Non, c'est pas symbolique, c'est la réalité. Les gens aujourd'hui, ces femmes ne sont plus couvertes par la sécurité sociale. On ne peut pas se soigner. La loi est de notre côté. Alors ça, c'est pas ce qu'on demande de tenir. Nous demandons que la loi républicaine soit appliquée même quand c'est à un patron. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux devant l'application de la loi, même si la loi nous paraît insuffisante. C'était le deuxième point. Et le troisième, c'est la proposition qui est faite là. Alors, nous, au Front de Gauche, on a déposé, il faut savoir quand même, mon boss, le sénateur Watrin, qui est du Pas-de-Calais, donc déjà un endroit assez hautement sinistré industriellement, a déposé une proposition de là. Là, en voilà une deuxième. Ça tombe pile poil dans l'idée qu'on se fait de la manière de faire la loi, c'est-à-dire les ateliers législatifs et le mouvement qui part de ceux qui sont au combat, qui sont dans la réalité. Là, ce que vous demandez, je l'ai entendu, hein, c'est qu'on se donne le moyen légal d'intervenir avant qu'une décision injuste soit prise. Bon, ce que dans notre programme, nous avions mis sous la forme du droit de veto contre les licenciements par les délégués du personnel. Mais, alors ça, inutile de dire qu'évidemment, on sera de ce côté-là. Mais il ne faut pas que nous, les militants politiques, nous devons élargir le point de vue et vous dire quelque chose. La propriété privée des moyens de production n'est pas une vache sacrée. La limite de la propriété privée, c'est l'intérêt général. Et quand l'intérêt général est mis en cause, la propriété privée perd ses droits. C'est l'intérêt général qui doit l'emporter. Ça, c'était dans la Constitution de 1793. C'est vous dire que l'œuvre révolutionnaire ne fait que commencer. Et je vais vraiment finir là-dessus, Daniel. Le problème, c'est pas l'emploi. C'est à quoi sert ce qu'on fait. De quoi a-t-on besoin dans ce pays? Nous avons besoin d'instituteurs, nous avons besoin de gens qui veuillent bien construire les logements dont on a besoin parce qu'il nous en manque des millions. Bref, je ne vais pas faire toute la liste, de gens qui s'occupent d'autres dans les maisons où il y a des personnes dépendantes. Il y a une masse considérable de travail qui est nécessaire. Donc de l'emploi, ça ne manque pas. Ce qui manque, c'est la volonté de les faire et donc d'y consacrer les moyens
plutôt que de donner l'argent au capital. C'est mon mot de la fin. Il y a deux sortes d'impôts dans la vie. L'impôt public, c'est celui que vous payez. Et l'impôt privé, c'est ce qui s'appelle le bénéfice et la plus-value. Donc c'est sur l'impôt privé qu'il faut qu'on récupère les moyens de l'impôt public. Je t'écris depuis mon Occident clinique, assis au chevet d'un système perfusé. Depuis le tout dernier sprint de l'ère atomique, depuis les pluies acides et la fonte des glaciers, de mon humidité quasi aquatique, les pieds dans l'eau, les poumons tristement souillés, de ma consommation au stade schizophrénique, les aliénations qui finissent de m'asphyxier. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Marx, il explique que plus fort que le résultat, c'est le sentiment de l'union grande. Je t'écris, je t'écris. Je t'écris depuis mon Occident souffrance, de mon universalisme en peau de chagrin, de l'extrême puissance de feu de mon arrogance, des frontières miradors qui fixent le clandestin, de mon droit international, de mes sentences, des satellites espions de tout le règne humain, des dogmes mortifères, des chemins de croissance, de tous les champs disparus de nos lendemains. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Je t'écris depuis mon Occident clinique, de mes vertiges et de mes hallucinations, des religions d'argent, des dieux anxiolytiques, des superlatifs en point d'interrogation, de nos mots qui ne servent plus qu'à obéir, des langages qui informatisent nos émotions, de la peur qui s'affiche bien avant le sourire, de l'hospitalité des portes de prison. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Yeah. Je t'écris, je t'écris, je t'écris, je t'écris. Je t'écris en direct de la fête de l'humanité. Merci Thomas Pitiot et Michel Canuti. Merci, on est en direct depuis la fête de l'humanité avec les licenciés L, Marie Lecomte, Sylvie Peters, avec Fyodor Rilov, leur avocat, et un certain Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche. Marie Lecomte et Sylvie Peters, là, on est en train d'écouter le professeur Jean-Luc Mélenchon qui est parti pour nous raconter la propriété, etc. Et on va tout de suite sur des hauteurs d'analyse politique, historique, post-marxiste, etc. C'est absolument passionnant. Est-ce que vous êtes des vieilles militantes, vous Quand est-ce que vous avez commencé à lutter? Vous êtes vendeuse aux Trois Suisses. Comment vous êtes engagée dans cette lutte? J'aimerais savoir ce que vous avez appris là-dedans. Ça a démarré... Non, on est toutes militantes, on est toutes les deux très récentes. En fait, moi, j'ai commencé à débuter, je suis déléguée du personnel encore aujourd'hui dans l'entreprise, et je suis arrivée déléguée juste au moment du PSE. Donc, PSE, rappelez ce que c'est. Plan de sauvegarde de l'emploi. Ah, ben voilà, c'est assez cynique. Ça tombait bien. C'est assez cynique, on est bien d'accord. Oui. Et on s'est intéressé aux espaces. Il faut savoir que les espaces étaient éparpillés partout en France, 35 centres éparpillés partout en France. Et forcément, ça pose des problèmes de communication énormes. Et j'ai quand même tenté d'envoyer un tract
à Marie, ici présente, en me disant je vais quand même informer de la situation, c'est-à-dire qu'elle va bientôt se retrouver au Pôle emploi, en sachant qu'il y aurait... Enfin, on m'avait dit, ne t'occupe pas des espaces, ils sont éloignés, ils ne votent pas, c'est pas très intéressant, ils ne vont pas réagir. Il a suffi d'un tract, d'un fax, envoyé dans un des espaces, et ça a fait boule de neige. Marie a pris le tract, a appelé les autres centres, ils ont communiqué entre elles, expliqué qu'à un moment donné, il fallait arrêter de se faire avoir et de se faire licencier, et elle a organisé la lutte, et à partir de là, le mouvement est parti. Alors, ce que je voudrais comprendre là, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est où en êtes-vous exactement maintenant? Alors, le PSE court jusque 2013, c'est-à-dire que non seulement il y a eu 250 licenciés, mais il faut savoir qu'il y a aussi 1200 transferts dans d'autres entités du groupe, avec bien sûr au passage des coûts dans les acquis sociaux énormes. Parce que qui dit changement d'entreprise dit aussi changement de convention collective. Donc forcément, non seulement 250 personnes au Pôle emploi, mais aussi des gens qui perdent de leurs acquis et qui perdent aussi de confort horaire. Pour être très terre à terre, on a beaucoup... Enfin, 3 Suisses emploie beaucoup de femmes. Hein. On a une population de femmes énorme, qui doit être autour de 80%. Beaucoup de familles monoparentales qui faisaient du travail de journée, 9h-16h. Aujourd'hui, là, très bientôt, elles vont se retrouver avec des travails d'équipe, donc en faisant 2-3 équipes, et le travail le samedi. Ce qui veut dire que c'est un bouleversement familial et social énorme pour toutes ces familles. Donc il y a une casse sociale incommensurable. Là, on est avec les licenciels des 3 Suisses, mais combien d'hommes et de femmes actuellement dans ce pays vivent ce que vous vivez, avec tout ce qu'on appelle des plans sociaux qui sortent de partout, plus la terreur de tous d'être plongés là-dedans? Combien dans ce pays de Françaises et de Français sont concernés directement par la perte d'emploi et par la peur de la perte d'emploi? C'est la majorité de la population qui vit dans cette terreur permanente. Oui, et on le ressent tous les jours. Notre travail au quotidien, c'est quand même effectivement d'essayer d'élever les consciences, d'expliquer que sans lutte, on n'arrivera à rien. Et il faut savoir que 3 Suisses en est quand même à son 4e plan de licenciement et qu'on ne peut pas accepter indéfiniment de se faire conduire à l'abattoir sans réagir. Donc l'action des licenciés est aussi un exemple pour nous. Nous, on communique beaucoup à l'intérieur de l'entreprise en expliquant quoi qu'il arrive, si on n'agit pas à un moment donné, la situation ne pourra qu'empirer. Donc nous, on fait notre travail quotidien, c'est pas évident, parce qu'effectivement, on entend tous les jours à la radio les licenciements, soyez prudents, courbez les chines, laissez-vous faire, sinon non, vous allez finir... ça passe sur France Inter, c'est pas possible. Il existe d'autres radios. Oui. On vous dit courber les chines? Soyez sages. Les médias vous disent soyez sages. Soyez sages, vous finirez au Pôle emploi. Et aujourd'hui, on a des petites bonnes femmes qui disent peu importe, on ne lâchera rien. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Ça, c'est beau, ça fait du bien d'entendre ça. Mais est-ce qu'on a déjà, dans les plans récents des 10 ou 15 dernières années, est-ce qu'on a eu des victoires? Est-ce que vraiment, on a eu des moments... pardon? Oui. Citez-nous des exemples encourageants, Fiodor. Je vais vous en citer quelques-unes, des victoires. Mais c'est des victoires sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, tout ça. Parce que, pour rebondir sur ce que nous disait Maître Jean-Luc, il est tout blanc. Quand on empêche la fermeture d'une usine, est-ce qu'on ne remet pas en cause la propriété privée des moyens de production? Est-ce que le capital n'est pas tout d'un coup forcé de reculer sur ses prérogatives fondamentales? Et quand les Goodyear, un exemple, depuis 5 ans, empêchent l'une des multinationales les plus puissantes de la planète de fermer son usine à Amiens-Nord, ils font des bons. C'est insupportable. Et c'est pas seulement insupportable parce qu'ils espèrent faire encore des milliards supplémentaires en fermant cette boîte, et que, malheureusement, on les empêche de faire ces profits en plus. C'est aussi insupportable parce que leur prérogative de patron, le capital, dans son pouvoir, dans le cœur de son pouvoir, est mis en échec. Et ça les rend dingues. Et on va continuer à les rendre dingues. Et quand on fait cette proposition de loi, parce qu'évidemment, il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Cette proposition, c'est juste un petit instrument en plus pour faire quoi? Pour faire reculer le capital. Pour faire en sorte qu'on commence
concrètement à faire la démonstration qu'il est possible dans les entreprises de remettre en cause la propriété privée des moyens de production et que les salariés peuvent s'emparer de leur usine. C'est à eux, et c'est eux qui vont s'approprier les murs qu'ils fréquentent depuis des décennies et dire non, ça ne sera pas fermé et le travail qui s'y trouve va se poursuivre. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de la lutte des classes dans cette émission. Mais c'est pas ça. Oui. Ah oui, ça. C'est ça alors. C'est vrai, comment on a pu ne pas évoquer on est chez nous, là, on est à la cette fête de notion l'UMA, alors on peut parler clair. Conversation, bien sûr. Lutte des classes, Jean-Luc. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais vous expliquer. Beaucoup ont du mal à le croire. D'abord parce que pendant des années, on a bien caché tout ça. On a dit non, mais ce sont des raisons techniques. Alors, ça tient en un seul mot. La compétitivité, gna gna gna, les briques, la Chine et l'Inde, on ne sait plus très bien. Mais une fois qu'on a entendu, on comprend, on baissait les yeux, on n'y peut rien, etc. Donc ça a été bien fait. Mais bien sûr que cette violence, elle apparaît. Ces femmes, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, peut-être qu'elles n'auraient pas imaginé de se retrouver à la fête de l'UMA en compagnie de tous les rouges de la Terre. Bon. Et puis finalement, maintenant, elles se demandent au juste qu'est-ce qu'elles faisaient ailleurs, jusque-là. C'est ça la question qu'elles se posent en ce moment. Et eux, ils le savent. Regardez ce que je veux vous dire. Eux, ils le savent, les gens en face de nous. Faut pas les... Ils ont un tiroir-caisse à la place du cerveau. Donc, ils s'y trompent pas. Cet été, il y a l'affaire PSA. Le ministre n'a aucun outil. Et il dit, moi, je vais vous montrer qui je suis. Et il passe les bras dans la cage, il tire la moustache du tigre. Le gars, il a juste oublié de vérifier si la porte était fermée. Avant. Et oui. Et lui, il n'avait rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est immédiat. Le patronat, c'est une des plus vieilles familles de ce pays, et c'est exactement ce que vient de dire notre avocat. Eux, ils se définissent par rapport à leurs intérêts de classe. Ils disent, mais c'est à moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est mon usine, c'est mon pognon. Qu'est-ce que vous êtes en train de... De quoi vous vous mêlez? Vous n'êtes pas content, allez ailleurs. C'est ça leur mentalité. Donc le type, il sort de la boîte, il est fou de rage. Il dit, on nous montre du doigt, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu comment il parle de ça? Que fait le gouvernement? Le Premier ministre convoque le ministre pour lui dire, va falloir se calmer. C'est l'inverse qu'il fallait faire. C'était déposer une proposition de loi contre les licenciements boursiers, même si on ne la votait pas tout de suite. Mais c'était une manière de marquer le rapport de force et le terrain. Au lieu de ça, ils leur disent, attendez, excusez-nous, on va vous parler plus poliment. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. 10 jours après, la multinationale Unilever s'en prenait à Fralib en disant au gouvernement, et pendant qu'on y est, vous allez me régler ce problème. Cela, il m'occupe mon usine. Et c'est une des multinationales, là aussi, très puissante dans le monde. Donc eux, ils ne s'y trompent pas, ils ne fonctionnent qu'au rapport de force. Et ils ne comprennent que ça. Et quand il y a la loi, même la loi, il faut la faire respecter par des rapports de force, comme par exemple on est en train de le faire en ce moment. Donc c'est de ce vieux monde-là dont nous, dans notre idéal, nous voulons nous débarrasser, donc évidemment, chaque étape compte. Et je le redis à tous ceux qui nous écoutent, pas de naïveté, pas de copinage, pas de compromis pourris. Ils ne comprennent que les rapports de force. Donc, créer des rapports de force, parce qu'il n'y a que ça qui nous tirera de l'impasse dans laquelle nous sommes. Les uns et les autres, qu'est-ce que... Marie Lecomte. Donc nous, le rapport de force, puisqu'il est obligatoire dans la lutte, et c'est comme ça, et que tout le monde fonctionne comme ça, on a appelé le 9 octobre à 11h tous les salariés en lutte dans les entreprises à venir au Salon de l'Automobile pour créer ce rapport de force et pour faire voter cette loi, enfin cette proposition de loi, et réussir à aboutir, parce que tant que ça ne sera pas acté, de toute façon, on sera toujours là. Donc, c'est clair. 9 octobre, rendez-vous au Salon de l'Automobile. À 11h. À 11h. Le Salon de l'Automobile, c'est à Paris. C'est où? C'est à la porte de Versailles. Voilà, porte de Versailles. Oui. Préparez les chaussures déjà pour le 30 Alors, septembre. j'ai encore un... Contre le traité, là. Vous faites un petit tour de chauffe. Vous venez à 100, 200, 300 000, là. Voilà, ça serait le bien. 30, et après, on va donner un coup de main au l'essentiel, voilà. Jean-Luc, le traité, effectivement, on peut parler de cette manif prévue pour le traité. On aborde cet autre sujet en quelques instants. Non, mais je ne veux pas perturber le... Non, il faut qu'on parle d'elle, là. Voilà, alors on a encore autre chose. Sylvie Peters. Élargissons à tous les citoyens, salariés, non-salariés, chômeurs, venez. Venez ensemble, il faut absolument qu'on organise la défense. Voilà. Ouais, je voulais vous poser une question. On a parlé des Fralib, là, par exemple, et eux se disent, d'accord, nous, on va se sortir de cette situation en créant notre boîte, en créant une SCOP. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'issue? Je suppose que c'est peut-être une hypothèse à laquelle que vous avez envisagé. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ce genre de sortie, d'hypothèse, de...
Moi, je pense que c'est bien, enfin voilà, mais ça ne règle pas le problème dans le fond, et tous les salariés ne sont pas concernés chez Fralib. Ça reste certains salariés. Les autres vont se retrouver sans emploi et avec peut-être une indemnité, comme on disait, une supralégale, c'est tout, quoi. C'est une solution, mais c'est pas, c'est une petite solution, quoi. La reprise, ça peut être. Oui, oui. C'est la plupart des salariés que moi j'ai vus essayer de créer une SCOP, ils ont été, dès le départ, découragés. Enfin, tout ce qui pouvait les entourer. Alors, je ne parle pas des structures qui sont totalement dédiées à la création des SCOP. Il y a des structures tout à fait efficaces et qui marchent bien. Mais les politiques qui les entourent, les observateurs, les représentants de l'État, la SCOP, c'est de toute façon condamné à ne pas fonctionner. Les salariés n'ont pas les compétences. Techniquement, on n'y arrivera pas. Il y a vraiment un découragement. Mais vous savez, ça pose aussi la question de comment les autorités publiques se positionnent face aux salariés qui perdent leur travail dans des conditions absolument insupportables. Parce que là aussi, il y a un rapport de force à créer. Parce que vous avez évoqué la déclaration de, je ne l'appelle pas François, de François Hollande sur le parking de Goodyear. Oui, l'homme du parking. Quand on l'a entendu, François Hollande, sur le parking de Goodyear, quand les 500-600 salariés qui étaient là l'ont entendu dire, en gros, quand il y a une boîte qui fait du profit et qui veut licencier, il faut l'empêcher de le faire. Personne ne se faisait d'illusions. On savait bien que ça ne tomberait pas tout de suite, comme ça, tout cuit, à partir du moment où il devenait président de la République. Mais là, ce à quoi on assiste en ce moment, alors là, franchement, c'est absolument incroyable. Non seulement il ne tient pas à cette promesse, pas tellement étonnant, mais il est devenu complètement amnésique, et pire, il adhère à ce que nos adversaires, le MEDEF, proposent de réaliser sur le terrain de l'emploi. Il ne parle plus que de sécurisation de l'emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire, sécurisation de l'emploi, dans la bouche du MEDEF et maintenant dans la bouche d'un certain nombre de membres du gouvernement? C'est, en gros, faire le contraire de ce qu'on demande. Faciliter les licenciements, faire en sorte qu'il n'y ait plus de... Parce que quand ils disent sécuriser l'emploi, ils disent qu'il faut sécuriser les processus qui nous permettent de foutre les gens à la porte. Et pour les sécuriser, les processus qui permettent aux patrons de virer les salariés par centaines de milliers, il faut enlever du Code du travail toutes ces petites dispositions qui permettraient éventuellement aux salariés d'aller les incommoder devant les tribunaux en même temps qu'ils se mobilisent dans les boîtes et dans les rues. Vous voyez ? Et ça, qu'en quelques semaines, on soit passé de « on va vous aider à mettre en place un instrument supplémentaire au service de ceux qui luttent » à on va maintenant aider le MEDEF à démanteler les quelques outils qui existent déjà dans le Code du travail. Ce parcours-là, franchement, on ne s'y attendait pas, mais je pense que ça va encore nous inciter à nous mobiliser. Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'on est dans l'incantation. Ici, c'est la fête de l'humain. C'est pourquoi c'est normal qu'on donne la vision la plus large possible quand on fait de la politique. Mais on est dans des choses très concrètes. On a parlé de rapport de force. Moi, je demande au président de la République de faire déposer une loi prévoyant l'amnistie des syndicalistes qui ont été condamnés pendant les 5 années de Sarkozy. C'est les meilleurs des nôtres. C'est les meilleurs des nôtres, ceux qu'on a bavé le plus. Ça ne coûte pas 1 euro. Bon, voilà, c'est une demande. Ça, c'est aider au rapport de force en redonnant du courage. Deuxièmement, en ce qui concerne les entreprises, nous avons d'abord ici une proposition de loi, nous avons celle du sénateur Vatrin. Celle du sénateur Vatrin, je voudrais vous signaler une chose. Les sénateurs socialistes l'ont votée, cette loi, quand elle est passée au Sénat. Par conséquent, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de voter la même à l'Assemblée nationale? D'accord? On n'a simplement qu'à faire la navette entre les deux assemblées. L'accord politique, il y était avant. Pourquoi il n'y est pas maintenant? Alors on peut dire oui, on rediscute, on repose le texte à plat. On est d'accord. On peut partir du vôtre, de votre proposition, de celle qu'il y avait là. Il n'y a de notre part aucun préalable, aucun sectarisme, aucune mise au pied du mur. Nous sommes disponibles tout le temps pour parler et faire avancer. Mais ce que nous n'accepterons jamais, c'est qu'on nous réponde par le silence ou par le mépris. Je continue sur un point. Vous avez évoqué les coopératives ouvrières. Vous avez bien montré comment on cherche à démoraliser les gens. Il y a différentes formes de réplique. Ce n'est pas toujours généralisable. Pour qu'il y ait une coopérative ouvrière, déjà, il faut que les ouvriers et les ouvrières soient d'accord pour la faire.
C'est pas quelque chose qu'on plaque de l'extérieur en disant « Allez, maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul parce qu'il n'y a personne qui veut s'en occuper ». C'est pas que dans les cas où la boîte est perdue. C'est la raison pour laquelle, là aussi, on a fait une proposition législative qui a un droit de préemption. C'est-à-dire, si un patron veut vendre son entreprise, que les ouvriers soient les premiers à pouvoir dire « Eh ben, nous, on va prendre en main cette entreprise ». Droit de préemption. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a des formes différentes de la propriété. Donc, vous voyez, il y a la SCOP, il y a d'autres possibilités. Et moi, j'ajoute, j'ai pas idée que si c'est nous qui gagnons l'élection, en 5 ans, on fait le socialisme, comme dirait l'autre, d'ailleurs, parce qu'on a déjà du mal à s'entendre, tous bien pour être d'accord sur en quoi ça consiste. Bon. Mais, par contre, le rapport du pouvoir du capital, oui, on peut le modifier avant. Par exemple, en neutralisant les capitalistes les plus dangereux. Qui sont-ils? Ceux des fonds de pension, ceux des LBO, qui ne connaissent rien à tout ça. Ils ne savent même pas qui produit quoi. Pour eux, c'est un titre. Dans leur portefeuille boursier, il est marqué ratapoil, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en fichent. Ça peut être des balais, ça peut être des canons, ça peut être des avions. C'est du pareil au même pour eux. Ce qui compte, c'est combien ça valait hier, combien ça vaudra demain. Ces gens-là doivent être neutralisés. C'est la raison pour laquelle, dans les conseils d'administration, les porteurs de parts d'actions LBO ou fonds de pension devraient avoir un pouvoir de vote bien moindre que ceux des autres. Autrement dit, si vous placez de l'argent dans une boîte pour 10 ans, vous avez un droit de vote. Si vous placez de l'argent dans une boîte, mais vous ne dites pas quand vous le reprenez, alors votre droit de vote peut tomber à 0. Ça veut dire qu'on peut aussi peser sur la nature de la propriété capitaliste dans l'entreprise, même quand l'entreprise reste une entreprise capitaliste, c'est-à-dire qu'elle produit des bénéfices. Enfin, dernier élément, quand l'État est actionnaire, alors il doit faire son travail. Par exemple, à Thales, eh bien, vous te posiez, est-ce qu'il y a des victoires? Oui, les camarades de Thales viennent de gagner. Eh bien, ces camarades-là, ils dépendaient entièrement du fait que les administrateurs de l'État, puisque l'État est actionnaire, veuillent bien ouvrir leur fichu bouche et dire que l'État, la République française, n'acceptait pas que cette unité de production de Thales, qui produit des instruments médicaux, soit passée par-dessus bord, alors que c'est un des meilleurs instruments qu'on a. Des coopératives ouvrières qui marchent, la preuve, 6 France, ils y sont arrivés, et ainsi de suite. Ne vous désespérez pas, ceux qui nous écoutent. Nous aurons le dernier mot. Merci à tous, merci Marie Lecomte, Sylvie Peters, Fiodor Ryloff et Jean-Luc Mélenchon. On est en direct depuis la Fête de l'Humanité. Merci à toutes et à tous. C'est Thomas Pitiot qui nous accompagne avec Michel Canuti au clavier. Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez étaient à la réalisation. Pierre-Yves Bulto nous assiste, Solène Cordier pour les répondeurs. Philippe Duclos, Yann Bouillot, Laurent Serin, Pascal Bresse, tout ce petit monde nous accompagne et nous soutient jusqu'à la pub. Famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main, je regarde.